une volonté cachée, une canne creuse, un motif qui vaut la peine d'être tué. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la série. J'attends toujours vos messages avec impatience. Découvrons la vérité. C'était le genre de journée dont le village de Sainte-Audry se souviendrait avec tendresse pendant des années. C'était un ciel couleur de lin lavé, une brise juste assez vive pour faire flotter les banderoles et le doux tintement des tasses de thé sous la voûte du Cities en fleurs du presbytère. C'était la fête annuelle de l'été et comme toujours Georgina, l'épouse du révérend Hubert Cresswell, s'était surpassée. Il y avait des gâteaux éponges à déguster, des roses à admirer et des pièces de théâtre amateurs répétées avec une telle solennité qu'on aurait pu les prendre pour du Shakespeare. Parmi les invités errants entre les stands et les nappes de pique-nique se trouvait Miss Jane Marple, petite, aux cheveux argentés et coiffée d'un chapeau orné d'une grappe de violettes. Elle souriait faiblement en remuant son thé avec une lente précision, observant l'assemblée d'un regard apparemment distrait. Mais quiconque la connaissait bien aurait pu remarquer la façon dont son regard s'attardait un peu trop. Long un jeune couple discutant à voix basse derrière le treillis de pois de senteur, ou le moment où elle s'arrêta pour regarder Madame Daphné Longbourn corriger sèchement son mari sur l'orthographe du mot 7 chrysanthème sépale sur le panneau de l'exposition de fleurs. Pour les non-initiés, Miss Marple ressemblait à s'y méprendre à la vieille fille retraitée de Sainte-Marie-Mead, rendant visite à la tante célibataire de sa cousine Edith Georgina Cresswell et profitant des divertissements champêtres. Pourtant, derrière son expression douce, se cachait un souvenir encyclopédique de mesquinerie, d'orgueil, de tromperie et de désespoir humain, le tout discrètement catalogué à travers des décennies de thé et de bagatelles. Miss Marple rucola Georgina en s'approchant avec une assiette de scone à goûter la confiture de mûre. Madame Conklin insiste pour dire qu'elle est faite maison, mais je suis convaincu qu'elle vient de ce nouvel épicier de Crowthorne. Miss Marple en prit une bouchée délicate et sourit poliment. Vraiment délicieux, ma chère. Peut-être avait-elle simplement eu une saison chanceuse. Les mûres sont très indulgentes, vous savez, même entre des mains peu habituées au fourneau. L'instant d'après, un cri aigu et inattendu déchira l'air. Il provenait de derrière la tonnelle de rosier, près du vieux puits de pierre asséché depuis des décennies. Un bruit de porcelaine brisée suivit peut-être celui d'une tasse de thé, et toute conversation cessa tandis que les têtes se tournaient et que les gens se précipitaient vers le tumulte. C'était Madame Leonora Drake, la redoutable veuve du défunt colonel Drake, qui avait crié. Elle se tenait raide et tremblante, une main gantée de dentelle pressée contre sa gorge, pointant silencieusement le puits. Plusieurs hommes se précipitèrent vers M. Longbourn, le jeune Arthur Cresswell, et même le major Tibet, et scrutèrent l'anneau de pierre plongé dans l'ombre. Quelques instants plus tard, un cri d'horreur s'éleva. Il y a un corps, des halètements parcoururent la foule tandis que la fête se transformait instantanément, passant d'une festivité distinguée à un tableau d'incrédulité stupéfaite. Quelqu'un courut chercher le gendarme. On emmène les enfants. Le révérend Cresswell commença une prière, tandis que Madame Drake était conduite vers un banc, marmonnant des propos incohérents à propos du mal et de la canne. Mademoiselle Marple, imperturbable au milieu du chaos, posa sa tasse de thé sur l'herbe et s'avança d'un pas léger. Elle ne poussa pas, ne se précipita pas, ne s'exclama pas et ne spécula pas. Elle regarda simplement. Et tandis qu'elle regardait, son regard ne tomba pas sur le puits, ni sur le corps qui s'y trouvait, mais sur une canne abandonnée, posée soigneusement contre le cadran solaire voisin, simple, en bois, sans intérêt pour la plupart. Mais le regard de Mademoiselle Marple s'attarda dessus, et un léger pli apparut entre ses sourcils. Le corps dans le puits, il s'avéra qu'il s'agissait de M. Simon Travers Sollicitor, célibataire, et un ajout récent, quoique pas tout à fait bienvenu,
au village de Sainte-Oadrie. Il avait emménagé dans la vieille maison en pierre de Briarlen 6 mois seulement auparavant et était resté le plus souvent à l'écart, hormis ses apparitions obligatoires à l'église et les réunions occasionnelles du conseil municipal où il discutait souvent, poliment mais fermement, de points comme les limites des haies et la signalisation routière. En fin d'après-midi, la fête était abandonnée. Les scones étaient restés intacts, le prix du meilleur gâteau éponge n'avait pas été décerné, et la guirlande pendait mollement, comme s'il avait conscience que la fête avait dégénéré. L'agent de police, un homme rondouillard et prévenant nommé inspecteur Rudge, avait bouclé la zone autour du puits avec une corde de jardin empruntée à la remise à outils du révérend Cresswell. On avait recueilli des dépositions, posé des questions, et personne ne semblait savoir comment M. Travers avait fini mort, et caché sous l'endroit même où des sirops de citron avaient été servis moins d'1 heure plus tôt. Miss Marple n'avait pas beaucoup parlé pendant l'agitation. Elle était restée assise tranquillement, un sac à tricot sur les genoux, sans toutefois en sortir de laine. Son regard errait souvent, non pas par confusion, mais avec détermination, et plus d'une fois, elle avait regardé vers le cadran solaire, où reposait encore la simple canne, ramassée et glissée sous le bras du gendarme comme preuve. Ce soir-là, un silence s'était installé sur le village, telle une brume sur la lande. La plupart des foyers fermaient leurs portes plus tôt que d'habitude. Les bougies brûlaient doucement. Le thé se prescrivait en silence. Au presbytère, l'atmosphère était inhabituellement tendue. Les Cresswell étaient assis dans le salon. Le révérend Hubert feuilletait sa Bible sans lire un mot, et Georgina sirotait un sherry qu'elle n'avait pas l'intention de verser. « Ce tu ne peux pas imaginer ça, mon ce tu murmura-t-elle. Ce tu ne peux pas imaginer ça, mon ce tu murmura-t-elle. Le pauvre Simone semblait si calme. Réservé certes, mais sûrement pas du genre à provoquer la violence. Le révérend Cresswell soupira, ce tu ne peux songer, ce tu ne peux, tu ne peux songer, ce tu ne peux, 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 aucun signe de vol, aucun effet personnel ne manquait. Georgina regarda vers la porte et baissa la voix, bien qu'il n'y ait personne d'autre dans la pièce. « Croyez-vous que cela ait un lien avec cette affaire de la ferme Holloway? J'ai entendu dire que M. Travers était occupé à régler un problème juridique concernant un testament contesté. » Son mari fronça les sourcils. « Des ragots, Géorgie. Des bavardages. Ne tirons pas de conclusions hâtives. L'inspecteur réglera tout ça. » Mademoiselle Marple, assise dans le fauteuil d'angle avec une modeste tasse de thé, hocha doucement la tête. « Oui, l'inspecteur Rudge fera ce qu'il peut. Mais souvent, cher révérend, les choses sont bien plus compliquées qu'on ne le pense. Surtout à la campagne où les rancunes ont tendance à s'installer comme du lierre, lentement, rampante et difficile à déraciner. » Le révérend Cresswell cligna des yeux. « Vous pensez que cela pourrait avoir des racines plus profondes? » Oh, dit Mlle Marple en remuant son thé avec un calme réfléchi, « je ne voudrais pas présumer. Mais la nature humaine ne change pas, ni à Sainte-Marie-Mide, ni certainement à Sainte-Oadrie. Et lorsqu'un homme est retrouvé assassiné un jour de fête, on peut être sûr que ce n'était pas un acte accidentel. Un meurtre, vous savez, est presque toujours personnel. » Dehors, le ciel s'était assombri, et une fine bruine frappait doucement les vitres. Le genre de pluie d'été anglaise qui s'infiltre lentement et donne à tout un parfum de pierre humide et de feuilles de rosier détrempées. À l'auberge du village, de King's Hedge, les conversations étaient plus fortes et moins raffinées. Les habitants se rassemblent autour de leur pinte, la voix basse mais insistante. « Ce tu ne poses-t-elle,
J'ai entendu dire que c'était Daphné Longbourn qui avait trouvé la canne où le dit un homme. C'est une bon nom, Madame Drake, n'est-ce pas? C'est une postelière le vue près du puits et a hurlé au meurtre. Cette vieille mégère ne pouvait pas voir un corps même mordu. Non, c'était Arthur, le fils de Cresswell. Lui et Daphné se disputaient près des rosiers juste avant, n'est-ce pas? Une troisième voix chuchotée mais ferme intervint. Si tu comprends bien, il s'agit de ce que Holloway va faire. Travers s'en occupait, et il y a de l'argent dans ce domaine, c'est de l'argent et des ennuis. La ferme Holloway avait autrefois fait la fierté du comté, une vaste propriété nichée juste à l'entrée du village, avec des pâturages qui descendaient en pente douce vers d'épaisses forêts, et un manoir aux murs drapés de lierre. Son propriétaire, le vieil Edwin Holloway, est décédé l'automne précédent sans enfant. La rumeur disait qu'il avait rédigé un Nouveau Testament peu avant sa mort, mais personne ne pouvait le confirmer. C'est une pause qu'elle, que ce même Travers, qui avait traité l'affaire à huis clos, et maintenant Travers est mort. Le lendemain matin apporta un calme surprenant. Le terrain de la fête restait désert, à l'exception de quelques tentes déplacées et de l'odeur de l'herbe piétinée. Au bureau de poste Miss Partridge, la vieille fille au nez pointu qui le tenait, affirma qu'aucune lettre n'avait été déposée pendant la nuit. Au presbytère, Miss Marple demande une petite promenade avant le petit déjeuner, invoquant des raideurs articulaires et l'importance de bien entretenir ses jambes. Georgina proposa de l'accompagner, mais Miss Marple déclina. Le village était presque silencieux, même les oiseaux semblaient apaisés. Miss Marple marcha seule, longeant le muret de pierre du pré, le chemin bordé de haies derrière l'église, jusqu'à ce qu'elle arrive à Briarlan. La maison de l'ancien notaire était restée telle qu'elle était depuis des mois, c'est une jardin soigneusement entretenue, des rideaux de dentelle à moitié tirés, et une boîte aux lettres en laiton qui avait autrefois brillé de cirage, mais présentait maintenant de légères taches de rouille. Elle s'arrêta non pas pour fouiner bien sûr, mais pour observer. Le portail était fermé. Les rideaux n'avaient pas été défaits. Elle reprit son chemin, continuant son chemin d'un pas tranquille, mais non sans but. Quelques maisons plus loin, Daphné Longbourn apparut avec un arrosoir, et commença à s'occuper de ses delphiniums. Elle leva les yeux, aperçut Miss Marple et lui adressa un bref signe de tête. « C'est une quelle affaire, n'est-ce pas? C'est une tête et des têtes, dit sans attendre de réponse. C'est mon Travers. Je ne le connaissais pas bien, mais ce n'est quand même pas le genre de choses qu'on attend à Saint-Oadry. C'est une tête dont le but fait une tête, c'est une tête, avec légèrement. C'est une tête, non piquelle. C'est une tête, c'est une tête, c'est une tête, c'est une tête pas murée d'une pêchoise pombo. Ils sont vraiment fragiles. Un seul mauvais vent et ils se déforment tous. C'est une tête, c'est une tête, c'est une tête, c'est une tête, parce qu'ils sont bien soutenus. C'est une tête, comme les gens je pense toujours. Dites-moi, connaissez-vous personnellement Monsieur Travers? Daphné hésita, mais pas particulièrement. Il avait un jour conseillé mon père pour un renouvellement de bail, mais c'était tout. Arthur, mon fiancé, lui parlait plus souvent. Ah oui, le jeune Monsieur Cresswell. J'ai entendu dire que lui et Monsieur Travers avaient eu un différend récemment. Son ton était léger, conversationnel, mais cela fit serrer la bouche de Daphné. Ils étaient en désaccord sur un point, certes, mais rien de grave.
Arthur était contrarié que Travers ait rejeté son idée de transformer l'une des granges de la propriété de Holloway. Il a dit que c'était juridiquement compliqué, ou quelque chose comme ça. Les yeux de M. Marpole se plissèrent. Comme c'est attentionné de sa part de s'impliquer dans de telles affaires, j'admire toujours l'initiative chez les jeunes. Daphné détourna le regard, puis força un sourire. Bref, je ferais mieux de continuer. Arthur m'attend. Avec un hochement de tête poli, Miss Marpole continue sa promenade, l'air serein. Mais au coin de la rue, après avoir dépassé la vieille forge, elle s'arrêta un instant, là dans l'herbe humide. Près du nez, à moitié caché par les feuilles, se trouvait un morceau de parchemin déchiré. Elle se pencha lentement, le ramassa et l'examina. Des lettres dactylographiées délavées, au bord irrégulier, là où le papier s'était déchiré, ses doigts en suivirent le bord. Elle le glissa dans son réticule. De retour au presbytère, elles refusèrent son thé, tricotèrent quelques rangs et n'en diraient rien. Pas encore. C'était bien trop tôt. Et pourtant Miss Marpole savait ce que peu de gens à Saint-Audrey comprend encore, c'est que lorsqu'un homme est retrouvé assassiné, les racines de sa mort se trouvent rarement dans l'heure qui suit, mais dans les semaines, les mois ou les années qui l'ont précédé. Elle attendrait, elle observerait, et tranquillement, méthodiquement, elle commencerait à comprendre ce qui s'était réellement passé lors de la fête sous le Cities. Le lendemain matin, le mystère de la mort de M. Simon Travers avait envahi chaque foyer et chaque haie de Saint-Audrey. Les villageois, toujours habiles à transformer les ragots en petites théories bien ficelées, s'étaient mis à leur rôle de détectives amateurs avec brio, chacun certain d'un mobile, d'une chronologie ou d'un suspect. Le salon de thé était en effervescence, la file d'attente chez l'épicier était inhabituellement longue, les flâneurs avides d'entendre, et même le chef de gare, habituellement réservé, donnait son avis spontané, surtout à quiconque détenait un ticket, et était disposé à prêter l'oreille. Au centre de tout cela se trouvait une femme nommée Madame Agatha Crombe, dont le zèle pour les intrigues surpassait même son enthousiasme pour la confiture. Elle tenait sa cour au salon de thé, avec un petit pain de batte à moitié mangé, et un public de 3 femmes du cercle de tricot. J'ai dit à Harold de Psy, cet homme n'a jamais été qu'un simple avocat. C'est une triberie. Croyez-moi, il avait des secrets. Ce genre de choses est toujours discret en surface, mais sombre au fond. Ce sont toujours les secrets. Elle prit une gorgée théâtrale, le petit doigt tendu pour souligner ses propos. Madame Penelope Hartelet, qui avait autrefois travaillé à l'Institut des femmes avec Madame Crombe, se pencha. J'ai appris par Lily, à la poste, que Travers était endetté. Avocat de luxe ou pas, il devait une somme exorbitante à la banque de Crowthorne. Elle a vu un avis de retard clair comme de l'eau de roche. Une dette, railla Madame Crombe. Ce n'est rien, non ma chère, c'est le testament de Holloway. Tout le monde en a entendu parler maintenant. Le vieux Holloway a laissé une fortune, et Travers avait les clés du royaume. Pour ainsi dire, la question est de savoir qui avait tout à y gagner, ou à y perdre, ajoute la plus réservée du groupe, Mildred Bancroft. Et si Travers allait changer les choses? On n'aime pas les surprises en matière d'argent. Les autres haussèrent la tête solennellement. Cela au moins était indéniable. Pendant ce temps, dans le bureau du gendarme, l'inspecteur Ronge se frottait la tempe du plat de la main en relisant ses notes pour la 3e fois. Malgré tous ses efforts, l'affaire s'avérait plus complexe qu'il ne l'aurait souhaité. Le manque de preuves matérielles l'irritait. Le coup porté à la tête, porté avec un objet contondant et rond, avait tué Travers sur le coup, selon le médecin local.
Il n'y avait eu aucune trace de lutte, et aucun témoin n'avait rien vu de suspect. La canne simple et sans particularité n'avait laissé aucune empreinte digitale. Pire encore, personne ne parvenait à se mettre d'accord sur son propriétaire. C'était peut-être celle de M. Travers Crossway-Luquette, dit le révérend Cresswell lorsqu'on l'interrogea, bien que je ne l'ai jamais vu s'en servir. Je suis presque certaine d'avoir vu le major Tibet, avec une canne similaire au déjeuner du conseil le mois dernier, suggéra Georgina Cresswell. C'est n'importe quoi, s'indigna le major Tibet, lorsqu'on l'interrogea. C'est la mienne à un pommeau en argent. Depuis toujours, celle-ci est une canne d'artisan, plus pour l'équilibre que pour l'apparence. Elle pourrait appartenir à n'importe qui. En fait, c'est une ambiguïté frustrant Rodge au plus haut point. Miss Marple bien sûr n'en fait pas d'histoire. Elle avait brièvement discuté avec l'inspecteur Rodge, répondant à ses questions avec politesse et un léger détachement, comme si elle ne conservait pas chaque information comme une pie rangeant des objets brillants. De retour au presbytère cet après-midi-là, elle était assise tranquillement dans le salon, un brin de lavande glissé dans un petit verre à côté d'elle. Elle tricotait un modèle simple au point mousse. Ses doigts bougent à un rythme tranquille. À côté d'elle se trouvait son sac à tricoter, dans lequel était glissé le morceau de parchemin déchiré qu'elle avait trouvé près de la haie. Elle ne l'avait encore montré à personne, pas même à Georgina. Il y avait quelque chose dans ce papier, quelque chose de vaguement juridique dans sa formulation. Miss Marple l'avait lu attentivement, ne notant que des fragments de conditions de legs révisés, concernant les cas de décès ou d'incapacité antérieure. Cela suggérait un brouillon, ou peut-être une annexe à un testament officiel, mais incomplet, et déchiré volontairement. Elle n'avait pas l'intention de poser de questions pour l'instant. Ce soir-là, Miss Marple prit le thé avec Edith, sa cousine et tante de Georgina, dans le salon. Edith, bien que confinée à la maison, restait une fine observatrice. Elle avait depuis longtemps renoncé à marcher, mais conservait une connaissance approfondie des allées et venues du quartier, grâce à sa femme de chambre Lily et aux nombreuses dames qui venaient s'asseoir avec elle pour broder. Tu as toujours eu le flair pour les bêtises. Jeanne dit Edith avec un sourire ironique. Je le vois bien se crisper. Tu penses que ce n'est pas qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Le sourire de Miss Marple était modeste. Pas forcément, mais l'argent, chère Edith, va souvent de pair avec les motivations. Je trouve qu'il est rarement le seul invité à la table. Edith rit doucement. C'est là le domaine Holloway. Je suppose, entre autres choses, dit Miss Marple doucement. As-tu déjà rencontré Monsieur Travers? Une seule fois. Il est venu parler à Georgina d'une petite affaire ecclésiastique jouxtant le jardin du presbytère. Assez poli mais distant, pas méchant, juste réservé. Et la famille Holloway? Y a-t-il des parents survivants au village? Aucune à ma connaissance, bien que la mère de Daphné Longbourn ait eu une parenté éloignée avec les Holloway, je crois. Quelque chose s'est détaché et s'est emmêlé. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. Vraiment? C'est intéressant. Edith la regarda avec perspicacité. Pourquoi? Oh, sans raison. C'est simplement que l'héritage, lorsqu'il est emmêlé, a tendance à s'effilocher, et les gens, lorsqu'ils sont effilochés, peuvent se défaire. De l'autre côté de la fenêtre, le crépuscule s'accumulait comme un châle gris sur le village. Des lampes étaient allumées derrière des rideaux. La cloche de l'église sonnait doucement pour la prière du soir. Chez les Longbourn, une dispute faisait rage. Miss Marple, marchant plus tard pour se calmer, passa devant la maison au moment même où une voix, c'était celle de Daphné, s'éleva brusquement par une fenêtre ouverte. Sénat, tu m'avais dit que c'était fait, qu'il n'y avait aucune chance que cela puisse être changé.
Une voix d'homme répondit, basse et pressante. Senna le pour main fort. Tu crois que crier à haute voix cédera? Senna le convenu d'attendre et de rester silencieux. Miss Marple ne s'attarda. Elle passa simplement, sa canne claquant faiblement sur le trottoir, et enregistra le son de la voix de Daphné dans sa mémoire, à côté du fragment de parchemin et de la canne égarée. Le lendemain matin, le village s'éveilla avec une nouvelle surprise. Une enveloppe scellée avait été glissée sous la porte du bureau du gendarme. Elle ne portait aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée et non signée. Le contenu était bref et glaçant. C'était Simon Travers allait modifier le testament. Il trouva quelque chose. Il demanda des nouvelles de la canne creuse. Elle contient plus qu'il n'y paraît. L'inspecteur Runge pâlit. Il convoqua immédiatement le révérend Cresswell, puis Arthur Cresswell, dont le teint prit une étrange teinte grise en entendant ces mots. Miss Marple, informée, pinça simplement les lèvres et plia son tricot. Un message venu de l'ombre c'est, dit-elle doucement. Quel théâtral êtes. Georgina, essoufflée par la nouvelle, tressaille. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier cette? Qu'y a-t-il dans la canne-tête? Miss Marple regarda par la fenêtre. Sa voix était calme, pensive. Eh bien, Georgina, parfois on cache des choses à la vue de tous, et parfois on les cache là où seul le plus infime des soupçons peut mener. Elle sirota son thé. Ce n'était pas encore le moment, mais bientôt, très bientôt, peu après la parution de la lettre anonyme, l'inspecteur Runge commença à resserrer ses liens avec le jeune Arthur Cresswell. L'enveloppe avait été tapée à la machine, certes, et non signée, mais Runge, comme la plupart des hommes formés à la procédure plutôt qu'à la psychologie, privilégie la proximité et le tempérament plutôt que le tempérament. Et Arthur, le fils unique du vicaire, possédait les deux. Il avait assisté à la fête. On l'avait aperçu près de la tonnelle de Rose, au cours d'un échange particulièrement houleux avec Daphné Longbourn, et maintenant avec la nouvelle d'une modification de testament et Travers au beau milieu. L'inspecteur penchait pour l'explication la plus simple. C'est Arthur, ambitieux et peut-être empêtré dans des ambitions patrimoniales à cause des liens obscurs de sa fiancée avec le domaine Holloway, avait confronté l'avocat. Il n'y avait aucune preuve directe, mais en l'absence de clarté, la suspicion comblait le vide. Le mercredi matin, l'inspecteur convoqua Arthur pour l'interroger. Ce n'était pas une arrestation, mais le garçon était néanmoins pâle lorsqu'il entra dans la modeste salle du commissariat, où les murs sentaient légèrement le vernis et l'encre. Senna, vous comprenez que c'est purement procédural, Loire, commença Runge en ouvrant son bloc-notes. Arthur hoqua la tête avec raideur. Senna, bien sûr. Vous étiez à la fête. À quelle heure avez-vous vu Monsieur Travers pour la dernière fois? Senna, le doigt d'Arthur se crispèrent sur le bord de la table. Quelque temps avant le jugement des gâteaux, je l'ai vu se diriger vers le jardin du puits. Je ne lui ai pas parlé, mais vous aviez raison d'être en colère contre lui, n'est-ce pas? Senna, bien sûr, marque une pause. J'étais en désaccord avec lui sur un point. Une proposition de réaffectation d'une des granges des Holloway. C'est tout. Une question d'héritage, demanda Runge en observant attentivement. Non. C'était une idée commerciale. Rien à voir avec l'héritage. La voix d'Arthur était ferme, mais sur la défensive. Et votre fiancé, Monsieur Longbourn, a un lien familial avec les Holloway? Oui, de loin. L'inspecteur Runge griffonna quelque chose, puis lève les yeux. Avait-elle intérêt à une révision du testament? Arthur hésita, et dans cette hésitation Runge comprit ce qu'il voulait. Le doute, la dissimulation. Je ne sais pas, dit finalement Arthur. Simon Travers n'a jamais discuté du contenu du testament avec nous. Il était discret, professionnel.
Pourtant vous vous êtes disputé avec lui, oui, à propos d'un rapport de faisabilité. Oh, on lit les JD. Il a dit que c'était prématuré. Miss Marple, bien que absente du bureau du gendarme, entendrait plus tard chaque mot rapporté par Georgina, qui avait reçu le résumé directement de son mari. Le révérend, dont l'inquiétude pour son fils grandissait de jour en jour, on fait de lui le bouc émissaire, insista Georgina pendant le dîner, en essorant sa serviette. L'inspecteur Ronge n'a aucune preuve, juste des suppositions. Arthur est peut-être jeune et un peu fougueux, mais ce n'est pas un tueur. Miss Marple, coupant son agneau rôti en morceaux au go, resta silencieuse quelques instants, puis elle s'essuya délicatement les commissures des lèvres et posa sa fourchette. Tout à fait, dit-elle, les preuves sont très importantes, mais il ne faut pas négliger le mobile. Arthur n'a peut-être tué personne, mais il avait des raisons d'être contrarié, et quand on est contrarié, on fait parfois des bêtises, des choses qu'on regrette plus tard, bien que le regret, d'après mon expérience, coïncide rarement avec un meurtre. Georgina la regarda, alarmée. Vous pensez qu'il est innocent? Je crois que Miss Marple répondit d'un ton neutre. Il est facile de regarder dans la direction indiquée, et plus difficile de se demander pourquoi on l'a pointé. Dehors les cloches de Seine, Audrey sonnait doucement, et la brume roulait sur les champs comme un souffle sur un miroir. Pendant ce temps, Daphné Longbourn était dans son salon, assise au piano, les doigts posés distraitement sur les touches d'ivoire. La maison était silencieuse, à l'exception du grincement occasionnel du parquet au-dessus de sa tête. Sa mère, une femme nerveuse et constamment enrhumée, s'était retirée tôt avec un plateau d'eau chaude citronnée et d'orge. On frappa à la porte, pas fort, presque poliment. Daphné se leva et alla ouvrir. C'était Monsieur le Marple. Sénat le Borne s'arme, dit-elle enveloppée dans son châle. Sénat le Borne. Vous me demandez si vous pouviez avoir un moment. Daphné semblait hésitante. Je suppose. Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Elles s'assirent dans le petit salon. Une lampe brillait sur la table basse, projetant une douce lumière ambrée. Miss Marple déclina le thé. Sénat le Borne, dit-elle. Sénat le Borne. Faut demander si vous vous souveniez de quelque chose d'inhabituel de la fête. Le visage de Daphné se crispa. Juste l'évidence, bien sûr, mais parfois les détails considérés comme sans importance se révèlent bien utiles. Par exemple, la canne laissée près du cadran solaire. Avez-vous vu qu'il avait en dernier 7? Non, dit Daphné, avant de marquer une pause. En fait, j'ai vu Monsieur Travers appuyé contre le cadran solaire à un moment donné. Il avait l'air fatigué. Je n'y ai pas prêté attention. Et avait-il la canne à ce moment-là 7? Je pense que oui. Oui, je crois qu'il s'appuyait dessus. Mais il ne boitait pas. Non, j'imagine que non, dit Monsieur le Marple. Certaines personnes transportent des objets non par nécessité, mais par commodité, ou pour cacher autre chose. Daphné fronça les sourcils. Que voulez-vous dire, Recette? Oh, rien. Simple spéculation. Monsieur le Marple se pencha légèrement en arrière. Dites-moi, a-t-on parlé de modification au testament de Holloway 7? Parmi les familles, peut-être 7. J'ai entendu des rumeurs, dit Daphné prudemment, mais rien de confirmé. Ma mère a toujours espéré que la famille recevrait quelque chose 7. Elle était la cousine germaine d'Edwin Holloway après tout, mais elle n'est jamais nommée dans le testament précédent. Et pourtant, dit Miss Marple en joignant les mains, si Monsieur Travers trouvait quelque chose qui modifiait la répartition, cela pourrait expliquer le désespoir de quelqu'un. La voix de Daphné devient froide. Croyez-vous que j'y sois pour quelque chose? Mon Dieu, non, répondit Miss Marple avec douceur.
Je ne pense jamais à de telles choses. Je ne fais qu'observer. Lorsqu'elle partit, Daphné resta un moment, assise sur sa chaise, les yeux fixés sur la fenêtre obscure, son reflet flou et incertain. Le lendemain matin, un incident curieux se produisit. Le menuisier du coin, Monsieur Tillot, signale que quelqu'un s'est introduit dans son atelier pendant la nuit. Aucun objet de valeur n'avait été volé, feu ni outil, ni argent s'épolmé. Un seul objet manquait à l'inventaire, une canne en bois tournée autour, inachevée, qui séchait sur leur atelier depuis des semaines. La nouvelle se répandit rapidement. L'inspecteur Rudge en prit note, mais sans contexte. Cela semblait n'être qu'une curiosité de plus. Miss Marple, cependant, se rendit tranquillement à l'atelier. Elle examina les copeaux de bois, l'emplacement vide du râtelier et la sciure éparpillée. Quelqu'un voulait un remplaçant, murmura-t-elle presque pour elle-même, ou peut-être un leurre. Elle remercia Monsieur le Tillot et partit, empruntant un chemin qui la mena vers le chemin creux près du manoir de Holloway. Bien que la maison fût vide depuis longtemps, l'air environnant portait encore la présence de ces pierres d'antan, de ces fenêtres aux volets clos, et d'un portail en fer forgé qui grinçait même fermé. Près du portail se trouvait un banc, sur lequel reposait un unique gant blanc, taille femme, légèrement brodé au poignet. Miss Marple le ramassa délicatement. Il n'y avait personne en vue. Elle le retourna dans sa main, puis le glissa dans son sac, avec le même soin qu'elle avait apporté au parchemin. De retour au presbytère, elle ne dit rien du gant. Pas encore. Il y avait encore beaucoup à voir, et plus encore à révéler. La canne, le testament, le murmure de l'héritage. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas tirer sur tous les fils d'un coup. Après tout, en broderie Turas, il était toujours préférable de suivre un point à la fois. 2 jours après la fête, le village de Sainte-Audrise portait son sentiment de malaise comme un lourd châle drapé sur ses épaules. Les fleurs avaient disparu des paniers suspendus de la place, et même les oiseaux semblaient garder leurs chants étouffés, comme s'ils ne souhaitaient pas perturber la tension persistante. Monsieur Simon Travers restait le sujet central de toutes les conversations, et bien que sa mort fût désormais officiellement une enquête pour meurtre, il devenait de plus en plus évident que plus d'un secret reposait enfoui dans le village. Au presbytère, Miss Marple était assise près de la fenêtre de la bibliothèque, avec son tambour à broder, et une vue sur le jardin latéral, légèrement envahi par les chardons et les digitales. Elle ne regardait pas le jardin, bien sûr. Ses pensées étaient ailleurs, tournées vers la canne creuse, le fragment de parchemin et la lettre non signée déposée à la porte du connétable. Elle n'avait pas parlé du gant blanc, retrouvé sur le banc près du manoir de Holloway, ni de la petite clé en laiton qu'elle avait découverte plus tôt ce matin-là, coincée dans les racines d'un buisson de lavande près du puits. La clé n'avait pas d'étiquette, pas de monogramme. Pourtant, quelque chose dans sa taille et sa forme suggérait à Miss Marple qu'elle était destinée à quelque chose de bien précis, personnel et facile à transporter. Une boîte, peut-être un tiroir, mais certainement pas une porte ou un portail. Elle la rangea discrètement dans son réticule et reprit sa broderie, son aiguille glissant sur le lin comme un murmure. Plus tard dans la matinée, Georgina Cresswell revient du marché, affolée, son sac à main à la main, et les dernières nouvelles du village. Daphne Longbourn n'a pas assisté à la réunion du oui hier, dit-elle déjà essoufflée depuis le couloir. Et Madame Crum dit que sa mère prétend être tombée malade, mais je suis sûr que ce n'est qu'une excuse. Elle cache quelque chose, Jen. Je le sens. Miss Marple leva les yeux avec une légère surprise. Oh, j'imagine que les maladies de nerfs sont très à la mode en ce moment. Les gens détestent tellement être interrogés,
surtout quand ils savent que les questions porteront sur des sujets qu'ils préféreraient taire. Georgina s'installa dans le fauteuil, la curiosité piquée au vif. Bentek croit qu'elle sait quelque chose sur Monsieur Travers. Je pense qu'elle sait quelque chose sur quelqu'un, répondit Mademoiselle Marple. Mais savoir, ma chère, est souvent plus dangereux que faire. C'est la connaissance qui donne du poids au silence. Mais Georgina fronça les sourcils. Georgina fronça les sourcils, s'est entraînée dans tout ça. Georgina Aubert dit que l'inspecteur Rudge est passé 2 fois demander des dépositions supplémentaires. Georgina massa du tout. Miss Marple esquissa un léger sourire. Georgina massa Georgines Massai. Georgines Massai. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit au bureau de poste sous prétexte de récupérer une lettre qu'elle prétendait avoir envoyée d'Eastbourne par sa nièce. Il n'y avait pas de lettre de ce genre, bien sûr, mais le véritable objectif était de pouvoir parler à Mademoiselle Partridge, la receveuse des postes et experte hors pair de l'histoire secrète du village. Miss Partridge, droite et nerveuse, lunettes posées en permanence sur le bout du nez, salua Miss Marple avec une respectueuse familiarité. Georgines Massal hier, Bisorgine posé et bon posé poja, Miss Marple. Georgines Massal hier, Miss Marple accepta le compliment avec un sourire poli. C'est gentil de votre part de le dire. J'apprécie un peu l'air frais, mais pas autant que la brise près du puits, j'en ai peur. Georgines Massal hier, Miss Massal hier, Miss Massal hier, mais terrible. Pauvre Monsieur Travers. J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. Vraiment? Miss Marple laissa sa voix se muer en curiosité. Relevait il régulièrement son courrier, tous les vendredis après-midi, comme sur des roulettes, entre 16 et 17 heures. Il ne lui manquait jamais, et en recevait beaucoup, la plupart avaient l'air officiel. Des enveloppes marron, quelques-unes de notaires londoniens, un papier à lettres bleues ordinaire, de bonne qualité, légèrement parfumé à la rose, toujours la même écriture. Celle-là arrivait une fois par mois, comme sur des roulettes. L'intérêt de Miss Marple s'aiguisa. Quelle curiosité! Vous souvenez-vous de qui elle venait? Miss Partridge hésita, puis baissa la voix. Pas d'adresse de retour, mais juste une fois j'ai jeté un coup d'œil au cachet de la poste. Pas Londres. Bath, Bath, répéta Miss Marple pensivement. Comme c'est intéressant. Après avoir remercié et fait une brève remarque sur l'imprévisibilité des pluies estivales, elle partit et s'engagea dans la ruelle qui longeait le cimetière. Le chemin de pierre était craquelé et marbré de mousse, mais Miss Marple avançait prudemment, ses pensées s'emballant. De retour au presbytère, elle ouvrit son secrétaire et en sortit le fragment de parchemin qu'elle avait récupéré dans la haie. Puis de son sac, elle sortit la petite clé en laiton. La clé s'insère parfaitement dans la serrure d'un modeste étui en cuir que Hubert Cresswell lui avait prêté pour ranger sa correspondance en séjour. À l'intérieur, glissé entre de vieilles enveloppes et un ruban de rechange, elle rangea le parchemin, le gant, et maintenant, la clé. Puis, avec une sorte de réflexion prudente, elle s'assit pour réfléchir. La lettre au parfum de rose, la canne manquante, le testament falsifié ou peut-être rétracté, et maintenant le gant, la clé, et le silence brisé qui entourait Daphné. Un coup frappé à la porte interrompit sa rêverie. C'était l'inspecteur Rudge. « Mademoiselle Marple, dit-il d'un ton sec, je me demande si je peux vous demander votre avis. Le révérend Cresswell a suggéré que vous pourriez avoir une idée. » Elle fit un geste vers le salon. « Entrez, inspecteur. Voulez-vous que je fasse du TC? » « Non, merci. » Il hésita, visiblement mal à l'aise. « À vrai dire, je me trouve face à un mur. Le jeune Arthur s'avère difficile à écarter. Il a un mobile, une opportunité,
sinon un alibi, du moins une fenêtre de possibilité. Mais quelque chose cloche. Mademoiselle Marple pencha la tête. Parce que c'est trop simple, c'est... Oui, admit-il. Exactement. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre. Alors peut-être, dit doucement mademoiselle Marple, devrions-nous revenir au début. Pourquoi monsieur Travers était-il à la fête 7? Il n'était pas du genre sociable. Certains disent qu'il rencontrait quelqu'un. Ah, et l'a-t-on vu parler en privé avec quelqu'un avant d'être retrouvé? Madame Drake a mentionné l'avoir vu discuter brièvement avec le major Tibet. Mais le major insiste sur le fait qu'il s'agissait simplement de tailler des rosiers. Il en avait inscrit quelques-uns au concours. Mademoiselle Marple sirotait son thé. Le major Tibet a de nombreuses opinions, et pas toutes horticoles. Rudge fronça les sourcils. C'est vous le soupçonnez? J'en soupçonne beaucoup, dit-elle doucement. C'est, mais je n'en accuse aucun. Pas encore. Plus tard dans la journée, Miss Marple fait un dernier arrêt au manoir Holloway. Bien qu'abandonné depuis longtemps, les portes étaient encore solides, et la serrure de l'entrée des domestiques était vieille mais fonctionnelle. Elle n'avait pas l'intention d'entrer, seulement d'observer. C'est près du pied du vieux portail, près d'une urne en pierre moussue et usée par les intempéries, qu'elle la trouva. Un trou peu profond, à moitié recouvert de feuilles et de terre retournée. Quelque chose y avait été enterré, ni profondément, ni professionnellement, ni hâtivement. Elle prit son parapluie et commença à fouiller. En quelques minutes, sa main se referma sur quelque chose de dur, de cylindrique et de bois. C'était une canne, creuse, et à l'intérieur, enveloppée dans une toile cirée, une liasse de documents pliés. Miss Marple ne les ouvrit pas immédiatement. Elle remit la terre remuée, épousseta ses gants, et retourna au presbytère. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et s'assit à son bureau. Un par un, elle déploie les papiers. Ce qu'elle lut lui fit légèrement froncer les sourcils. Ni choc ni drame, juste une confirmation silencieuse, inévitable. Le Nouveau Testament, signé par Edwin Holloway, daté de 2 semaines avant sa mort, et signé par Simon Travers et un autre nom, un nom qu'elle commençait à soupçonner, un nom qui expliquait le gant, la canne manquante et la lettre parfumée à la rose. Elle se renversa dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Les pièces du puzzle s'assemblent, mais avant d'aller plus loin, il lui fallait un dernier test, un seul. Le jeu était presque prêt à commencer. Le soleil se leva sur Saint-Audry avec cette douceur trompeuse qui faisait oublier un meurtre commis quelques jours plus tôt. Une douce lumière ambrée filtrait à travers les fenêtres des cottages, illuminant les rideaux de dentelle et les pains fraîchement cuits sur les comptoirs de la cuisine. Les enfants couraient dans les ruelles étroites avec des cerfs-volants et des cordes à sauter, leur rire presque assez fort pour couvrir le soupçon grandissant qui imprégnait chaque conversation adulte. Au cœur du village, à l'ombre du châtaignier sur la pelouse, Miss Marple tricotait comme si elle n'avait aucun souci. Le panier à côté d'elle contenait pas moins de 3 chaussettes de laine terminées, et une 4e en cours de fabrication, mais toute personne vraiment attentive aurait remarqué que ses aiguilles tournaient plus lentement que d'habitude. Après tout, elle avait l'esprit ailleurs. Les documents qu'elle avait exhumés du creux de la canne étaient désormais soigneusement enfermés dans le tiroir du bureau du révérend, sous prétexte de préserver les documents historiques de la paroisse. Elle ne les avait montrés qu'à Edith, dont la vue n'était plus ce qu'elle était, mais dont la capacité à interpréter un testament était toujours aussi acérée. Ça change tout, Miss avait murmuré Edith en sirotant un verre de cordial de fleurs de sureau chaud. Daphné n'est pas seulement une parenté lointaine, elle est l'héritière principale. Travers avait dû le découvrir après la mort d'Edwin Holloway. Miss Marple avait hoché la tête,
classant discrètement l'observation d'Edith à côté de la sienne. Si Daphné était la principale bénéficiaire d'un testament révisé, cela amenait littéralement le mobile à sa porte. Mais le mobile n'était pas le meurtre. Pas toujours. Plus tard dans la matinée, Miss Marple décida qu'il était temps de rendre visite au Major Tibet, étrangement silencieux depuis la fête. Le cottage du Major se trouvait en bordure du terrain de cricket, entouré de haies luxuriantes et d'un fier drapeau britannique flottant à un haut poteau dans la cour. Il ouvrit la porte, vêtu de son habituel manteau en tweed et de ses bottes de marche, malgré la chaleur. « Mademoiselle Marple, à quoi me vaut cet honneur? Je me demandais si vous pouviez avoir un instant. Je cherche des conseils sur les cannes. » Le major haussa un sourcil. « Des cannes, dites-vous? Oui, surtout en bois. J'en ai récemment trouvé une vieille plutôt simple à manche creux. Cela semblait inhabituel. » Tibet recula pour la laisser entrer, désignant le salon, où un plateau avec des toasts à moitié mangés et le Times était abandonné. « Ça me semble une piètre excuse pour une canne. Les manches creux sont fragiles. Ne vous fiez pas ça pour garder l'équilibre. Les militaires préfèrent le solide. » Il marque cependant une pause en se grattant le menton. « Certaines sont creuses exprès, vous savez, pour se cacher. Les contrebandiers, les espions, c'était un piège courant à mon époque. » « Vraiment ?» Mademoiselle Marple feignit une légère surprise. « Comme c'est fascinant. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'on peut vouloir cacher dans une canne. Des documents, des cartes, même de petits poignards, même si je doute qu'on en trouve à Saint-Oadry. » Il rit doucement, puis la regarde plus attentivement. « Pourquoi posez-vous cette question? Un rapport avec Travers? Je ne saurais l'affirmer avec certitude, » répondit-elle doucement. Mais cela me parut étrange de trouver un tel objet abandonné dans le jardin lors d'une fête de village. Tibet remua sur sa chaise. « Eh bien, je suppose que nous transportons toutes les choses dont nous n'avons pas besoin. L'habitude, le sentiment, la commodité. »« Oui, » dit Miss Marple doucement, « et parfois des secrets. » Le major ne répondit pas. Son regard se porta sur la fenêtre, où l'ombre du mât s'étendait longue et fine sur la pelouse. Après le thé, Miss Marple se dirigea vers la maison de Daphné Longbourn, une modeste demeure en briques de 2 étages avec des volets peints en blanc et un jardin de devant bien entretenu. Daphné ouvrit la porte avec une réticence visible. Ses yeux étaient fatigués, sa robe froissée, et le poli habituel de sa voix avait disparu. « Miss Marple, ma chère, je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit chaleureusement la vieille dame. « Je voulais juste vous rendre quelque chose. » Elle fouilla dans son sac et en sortit le gant blanc. Daphné se figea. « Je l'ai trouvé près du manoir Holloway, » poursuivit Miss Marple. « Sur le banc, près du portail. Vous l'avez peut-être laissé là. » La jeune femme déglutit. « J'ai dû le laisser tomber en marchant. » C'est tout à fait possible, dit Miss Marple, toujours souriante. « C'est curieux, vous ne trouvez pas, de marcher par là le soir même après un meurtre. » Le sang-froid de Daphné vacilla. « J'avais besoin d'air. Je ne savais pas où j'allais. » Miss Marple hocha la tête avec compassion. « On marche souvent sans but quand on a l'esprit troublé. Je l'ai fait moi-même, généralement avec d'excellents résultats. La clarté vient avec le mouvement. » Elle laissa le silence s'installer, observant Daphné du coin de l'œil. Finalement la jeune femme prit la parole, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il allait tout changer. Il disait que la volonté d'Edwin était réelle. Qui était Philly? Simon, dit-elle. Monsieur Travers. Il m'a parlé du testament révisé 2 semaines avant la fête.
Il a dit qu'il se préparait à le déposer officiellement une fois tous les documents vérifiés. Le ton de Mademoiselle Marple était calme. Et qu'avez-vous ressenti, ma chère Seth? Daphné leva les yeux, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi ressentir. Ma mère était ravie tête. Elle a toujours voulu que nous retournions au manoir, que nous reprenions notre place. Mais je n'étais pas sûr. C'était lourd. Comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. L'avez-vous dit à Arthur Seth? Non. Il m'aurait poussé. Il veut la sécurité, le succès, un avenir. Mais cette place, cet héritage ne me semblait pas m'appartenir. Pas vraiment. Mademoiselle Marple tendit la main et posa une main réconfortante sur le bras de Daphné. Vous êtes une fille attentionnée, bien plus que la plupart des gens de votre âge. Mais les secrets, quand on les laisse s'envenimer, ont tendance à s'agir. Elles commencent à s'incruster dans l'esprit des autres, déformant leur perception, les poussant à des conclusions hâtives. Daphné écarquilla les yeux. Tu crois que quelqu'un d'autre était au courant? Je pense que plus d'une personne s'en doutait. Peut-être même craignait-elle ce que ce Nouveau Testament signifiait. Avant de partir, Miss Marple posa une dernière question. As-tu déjà parlé de la canne creuse à ta mère? Daphné parut surprise. Non, je n'en étais même pas au courant jusqu'à maintenant. Miss Marple hocha légèrement la tête. Merci ma chère, tu m'as été d'une grande aide. Ce soir-là, alors que le crépuscule obscurcissait les abords du village et qu'un froid glacial s'installe, Miss Marple écrivit 2 lettres l'une à un notaire de Bath, l'autre à une ancienne connaissance ayant accès au registre de succession de Londres. Puis elle retourna au jardin du presbytère, où le City se dressait désormais, solennel et solitaire. Là, sous ses branches jaunies, elle s'arrêta et regarda le puits. Elle n'avait pas besoin de regarder à l'intérieur, elle en avait assez vu. Simon Travers avait découvert la vérité. Quelqu'un d'autre avait tenté de l'enterrer à ses côtés, mais pas assez bien. Le dénouement avait commencé, et les fils se resserrent. Bientôt il n'y aura plus de dissimulation, et Miss Marple, de sa voix douce, et de son esprit acéré, veillerait à ce que la vérité éclate au grand jour, sans faille. Ce fut le lendemain matin que se produisit le nouveau rebondissement dans le dénouement silencieux de cette oaderie. Le soleil avait à peine percé les nuages bas qu'Elsie, la femme de chambre de Madame Drake, arriva essoufflée au bureau du gendarme, pâle et tremblante. Dans la poche de son tablier se trouvait une enveloppe cachée qu'elle prétendait avoir trouvée sur le bureau de sa maîtresse, une lettre qui ne s'y trouvait pas la veille. L'inspecteur Hunge, qui avait passé les premières heures du matin à examiner des déclarations et à tracer des lignes sur un plan mural du lieu de la fête, ouvrit l'enveloppe avec la prudence requise. À l'intérieur se trouvait une seconde note non signée, tapée sur le même parchemin fin que celle trouvée quelques jours plus tôt. On pouvait y lire l'héritage Holloway recèle plus d'un secret. Il faut se tourner vers le passé, pas seulement vers le testament. Il a trouvé la lettre, c'est pour cela qu'il est mort. Le 7, il n'y avait aucune signature, aucune indication de son auteur, mais le message était suffisamment clair pour tout remettre en question. Jusqu'à présent, l'attention s'était focalisée sur le testament révisé, la canne creuse, et ceux qui en tireraient profit, ou qui en souffriraient. Mais une nouvelle question se posait. Quelle lettre? Et surtout que contenait-elle? Miss Marple avait entendu parler du second mot autour d'un thé dans la cuisine du presbytère, relayé par Georgina, qui l'avait attrapé du révérend Cresswell lors d'un de ses rares accès d'angoisse. Il est complètement hors de lui, dit Georgina en posant sa tasse. Ce second message change tout. Et Hubert dit que Rudge pense maintenant que M. Travers a peut-être fait chanter quelqu'un, ou découvert quelque chose de bien pire qu'un simple testament, une honte familiale peut-être.
Miss Marple resta silencieuse un long moment, puis elle s'essuya les lèvres et posa sa serviette. Le passé a toujours tendance à refaire surface, Georgina, aussi profondément enfoui soit-il. La question n'est pas de savoir s'il refait surface, mais qui tente de l'en empêcher. Cet après-midi-là, elle retourna sur le chemin creux près du vieux manoir Holloway, prenant son temps, marchant lentement sous les branches emmêlées qui pendaient bas au-dessus de sa tête comme des bras desséchés. Elle s'arrêta de nouveau devant le portail en fer où elle avait trouvé le gant, et leva cette fois les yeux vers la fenêtre du deuxième étage, son volet tordu, sa vitre striée par le temps. Miss Marple commençait à se demander si quelqu'un était revenu dans cette maison plus récemment que ne le croyaient les villageois, pas forcément cambriolé, mais j'y ai rendu visite. S'il y avait une lettre antérieure au testament, ou la contextualisant d'une manière ou d'une autre, aurait pu y être cachée. Travers en tant que notaire chargé de la succession, aurait eu raison de fouiller la vieille demeure, surtout s'il soupçonnait que M. Holloway avait laissé plus que des documents. Le même après-midi, l'inspecteur Rudge émit un ordre de perquisition discret pour la maison du notaire sur Briar Lane. Il invita Miss Marple à se joindre à eux, lui pas officiellement bien sûr, mais sous prétexte d'avoir besoin de son point de vue sur la correspondance juridique. Lorsqu'ils entrèrent, le cottage sentait légèrement l'encre, le vieux bois et le tabac, propres, ordonnés, chaque livre aligné, et un tiroir classeur étiqueté avec des onglets précis et datés. Rien ne semblait déplacé, du moins pas à première vue. Mais ce fut Miss Marple qui remarqua la fine couche de poussière sur le livre à côté de la lampe de bureau Holloway. C'est Holloway, un précédent familial, le seul livre de l'étagère à n'avoir pas été touché depuis des semaines. Et en dessous, dans le tiroir de la table d'appoint, soigneusement pliée et nouée avec un ruban, se trouvait une lettre, manuscrite. « Je suis jauni par le temps ». Rudge l'ouvrit délicatement, Miss Marple se penchant légèrement plus près, le regard clair mais illisible. La lettre était d'Edwin Holloway, adressée à une certaine Béatrice Langham, datée 17 ans plus tôt. « Ma très chère Béa, commençait-elle-ci, m'arrive quelque chose. Sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même après que les tribunaux nous ont séparés. Mon cœur était à toi. Ma tête et notre chère fille ne doit jamais avoir honte de nos choix. J'ai pourvu à ses besoins, non pas dans le testament qu'ils attendent tous, mais dans celui que j'ai joint à M. Travers. Il a promis de le garder jusqu'au moment opportun. Béatrice Langham. Ce nom réveille quelque chose dans la mémoire de Miss Marple. Elle regarda l'inspecteur Rudge. Connaissez-vous ce nom? Il secoua la tête. Non. Devrais-je? Peut-être pas, mais si. Béatrice Langham a été enseignante ici à Sate. Aujourd'hui, c'était une brève période. Il y a longtemps, elle est partie dans des circonstances quelque peu troublées. Rien de dramatique, mais on en a parlé. Elle ne s'est jamais mariée, et elle a eu une fille calme et intelligente. Rudge se pencha en avant. Vous dites que je dis, dit calmement Miss Marple. C'est que Daphne Longbourn n'est pas seulement une cousine éloignée des Holloway, c'est l'enfant illégitime d'Edwin Holloway. Les yeux de Rudge s'écarquillèrent, ce qui ferait d'elle l'héritière la plus directe, oui. Mais aussi, ajouta Miss Marple, le fruit d'une relation qui aurait scandalisé la réputation d'Edwin à l'époque. Il l'avait dissimulé sous un faux testament, avait nommé des parents éloignés, et avait donné instruction à Travers de ne révéler la vérité que s'il mourait sans avoir résolu l'affaire de son vivant. Et maintenant, il est mort. Travers a trouvé cette lettre, et s'apprêtait probablement à révéler la vérité. Exactement, mais la vérité, inspecteur, peut être dangereuse, surtout pour ceux qui craignent ce qu'elle révélera. Ils ont enfermé la lettre,
et ont convenu de ne pas la révéler avant que Miss Marple n'ait terminé une dernière enquête discrète. Ce soir-là, Miss Marple a dîné avec Edith, comme elle le faisait souvent. Elles n'ont parlé ni de meurtre, ni d'héritage, mais de broderie et du passage des saisons. Après cela, Miss Marple s'est tenue près du feu, contemplant pensivement la cheminée. « Edith, dit-elle doucement, vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Béatrice Langham ?» Edith, qui sirotait du sherry, s'est arrêtée. Elle est partie, discrètement, après une brève liaison. La rumeur disait que le père était quelqu'un d'important, mais personne ne l'a jamais confirmé. Quelqu'un aurait-il jamais pris l'enfant? Non, elle l'éleva seule pendant quelques années, puis épousa un veuf, Monsieur Longbourn. Daphné prit son nom, Miss Marple acquit ça, oui, mais son sang, en réalité, coule plus profondément dans le village qu'on ne l'aurait cru. Elle partit peu après et continua sa promenade le long du cimetière, à travers les ruelles du village. Les étoiles commençaient à apparaître, éparpillées dans le ciel comme des miettes sur du velours sombre. Elle passe devant la maison des Longbourn. Une seule lumière était allumée à l'étage. Les rideaux flottaient faiblement, et de l'autre côté de la ruelle, observant dans l'ombre, se trouvait une silhouette, immobile, immobile, immobile. Miss Marple ne sursauta pas. Elle soutint simplement le regard avec un intérêt calme, puis poursuit son chemin, comme si elle n'avait rien vu d'inhabituel, car l'inhabituel était devenu tout à fait ordinaire à Château-Audry. Le lendemain, un troisième mot anonyme arriva, glissé sous la porte de la sacristie cette fois. Elle connaît la vérité. Soyez prudent, elle va tout gâcher. Rodge le montre à Miss Marple sans un mot. Elle le lut. Je le plains, le posait, puis dit, d'une voix calme et assurée, il est temps qu'on se retrouve. Qu'est-ce? Il la regarda. Une réunion. Oui, du thé, dans le jardin. Je vais envoyer les invitations. Qui dois-je amener? Qu'est-ce? Miss Marple se tourna vers lui, le regard fixe. Seulement ceux qui croient avoir quelque chose à cacher. L'après-midi suivant se leva clair et doré, le genre de journée qui remonte habituellement le moral et fait courir les enfants à travers les prés. Mais à Château-Audry, il y avait une tension dans l'air qu'aucune chaleur estivale ne pouvait dissiper. Derrière les portes closes, les villageois chuchotaient. Ils observaient leurs voisins d'un regard oblique et murmuraient des paroles rassurantes qui ressemblaient davantage à des questions. C'est en cet après-midi agité que l'invitation de Miss Marple arriva, écrite de sa main précise. C'était une douce invitation plutôt qu'une requête. Quelques lignes de mots soigneusement choisis sur du papier à lettres couleur crème. « Cher non, je serais ravi que vous acceptiez de prendre le thé avec moi dans le jardin du presbytère à 16 heures cet après-midi. Une petite réunion, purement informelle, mais qui, je crois, nous permettra de nous détendre. Cordialement, Jane Marple. » Les destinataires étaient peu nombreux cette heure. Arthur Cresswell, Daphné Longbourn, Major Tibet, Madame Leonora Drake, et notamment, l'inspecteur Rodge. Par 3:45, le jardin du presbytère avait été aménagé pour le thé avec l'élégance que Georgina Cresswell avait si aisément su convoquer. Une nappe blanche recouvrait la table à tréteaux. Sous le lilas, la plus belle porcelaine avait été apportée, et une assiette de brioche au citron et de sandwich au concombre était soigneusement dressée. Miss Marple avait soigneusement choisi sa place, suffisamment près pour observer chaque invité, et à l'ombre pour que son visage reste indéchiffrable. Les invités arrivèrent un à un, leurs expressions empreintes de curiosité teintées de méfiance. Miss Marple les accueillit chaleureusement, leur serrant une délicate tasse de thé dans les mains, et leur faisant signe de s'installer où bon leur semblait. Il y avait une grâce subtile dans ses manières, quelque chose de grand-mère et de serein,
mais sous-jacente une injonction discrète que personne ne pouvait nier. Ce n'est qu'après la troisième tasse qu'elle prit enfin la parole d'une voix douce, mais claire au-dessus de la table. « Je vous remercie tous d'être venus. C'est une si belle journée. Et pourtant je sais que nous nous sentons tous un peu embrumés ces derniers temps. Une obscurité plane sur nous depuis la mort du pauvre monsieur Travers. Elle a perturbé le rythme naturel de notre village, et ce genre de choses, eh bien ça ne passe pas inaperçu. » Il y eut un murmure d'approbation, celui qui provenait d'un malaise poli plutôt que d'un engageant sincère. Miss Marple continua, le ton toujours léger. « Je n'ai pas l'intention d'accuser ou de confronter qui que ce soit, mais parfois, un peu de soleil suffit à dissiper le brouillard. Je me demande si vous me permettez quelques observations. » Rien de plus. Arthur semblait mal à l'aise, s'agitant sur son siège. Le major Tibet s'éclaircit la gorge. Daphné fixait sa tasse de thé. Madame Drake, cependant, inclina le menton. « Eh bien, s'il y a quelque chose à dire, Jane, autant le dire clairement. » Miss Marple sourit. « Tout à fait, Léonora. Alors laissez-moi commencer par quelque chose de clair. Monsieur Travers a été assassiné, c'est certain. Ce qui n'est pas certain, du moins pas publiquement, c'est pourquoi la plupart supposent que cela a un rapport avec le testament révisé de Holloway, et c'est compréhensible. L'héritage est un motif puissant, mais je crois que ce n'était qu'une partie de l'histoire. » Elle fouilla dans son réticule, et en sortit le parchemin trouvé près de la haie. Avec beaucoup de précaution, elle le déplia, et le posa à plat sur la table. Ce parchemin avait été déchiré et jeté près du manoir Holloway. Il fait partie du testament révisé qui désigne Daphné comme seule héritière de la succession d'Edwin Holloway. Daphné retient son souffle. Madame Drake se pencha en avant. « Pas une héritière lointaine, dit doucement Mademoiselle Marple, mais une fille, le seul enfant vivant d'Edwin Holloway, fruit d'une relation qu'il avait cachée par crainte du scandale. Le reste du village ne le sut jamais. » Mais M. Travers découvre la vérité. Il s'apprêtait à déposer les documents nécessaires. Il y eut un moment de silence pesant. Le regard d'Arthur se porta sur Daphné, qui avait pâli, mais ce n'était pas la raison de sa mort, poursuivit Miss Marple. Elle laissa cette déclaration en suspens un instant. Le major Tibet fronça les sourcils. Si ce n'était pas l'héritage, alors quoi? Miss Marple tourna les yeux vers lui. Et si ce n'était pas une question d'argent, et si quelqu'un craignait non pas le changement de propriétaire, mais la révélation d'un vieux secret impossible à enfouir avec M. Holloway? Elle regarda autour de la table. Et s'il y avait une lettre, une confession écrite bien avant, cachée ou perdue, jusqu'à ce que M. Travers la découvre, c'était Madame Drake qui s'irritait. « Vous insinuez du chantage. Je suggère, dit gentiment Miss Marple, que quelqu'un croyait que le contenu de cette lettre pouvait le ruiner. Peut-être pas financièrement, mais en réputation, en prestige, dans le fragile réseau d'autoprotection que nous construisons tous au fil des ans. » Elle se tourna vers Daphné, la voix plus basse maintenant. « Ma chère, je crois que ta mère, Béatrice Langham, était une femme bien. Elle a fait des choix difficiles. Mais il n'y a pas de honte à cela. Edwin Holloway l'a peut-être trahi, mais il a essayé de réparer les torts. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que d'autres feraient tout pour empêcher cette vérité d'émerger. » Les yeux de Daphné s'emplirent de larmes. « Je ne savais pas, enfin, je savais que nous n'étions pas comme tout le monde. Mais je ne savais pas, vous n'étiez pas censé savoir, dit Miss Marple. C'était là toute la cruauté de la chose. » Elle regarda alors Madame Drake, qui fixait fixement les brioches au citron. « Vous, Léonora, êtes la cousine d'Edwin Holloway. Vous avez vécu toute votre vie dans l'éclat de ce lien, même si le manoir ne vous est jamais parvenu. Vous l'avez un jour espéré, je crois.
La bouche de Madame Drake se tordit. Beaucoup de gens espéraient beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas celle qui a tué Simon Travers, dit Miss Marple d'un ton neutre. Vous êtes fière? Oui, et pas au-dessus de l'amertume, mais pas une meurtrière. Les autres la regardèrent surpris. Miss Marple tourna lentement la tête. Non, le tueur était quelqu'un qui se sentait acculé, quelqu'un qui avait plus à perdre que sa fierté, et quelqu'un qui était avec M. Travers peu avant sa mort. Son regard se posa sur le major Tibet. Au début, il ne dit rien, puis il rit. Vraiment, Jane. C'est absurde, elle ne dit rien. Vous vous basez sur quoi? Une canne? Non, dit Miss Marple. Je base ça sur une lettre. Et un gant, et une tentative désespérée de récupérer ou de détruire des preuves. La canne n'était que la cachette de ces preuves. Mais j'ai trouvé l'original. Et la lettre. La question maintenant, Major, est de savoir si vous souhaitez dire la vérité avant que je ne confie tout à l'inspecteur Runge. Le visage du Major changea, non pas sous l'effet d'un sentiment de culpabilité, mais d'une expression plus profonde, de la résignation. Elle n'aurait jamais dû savoir, dit-il doucement, presque pour lui-même. Il valait mieux l'enterrer. Cette lettre, elle aurait tout souillé. Holloway n'était pas l'homme qu'il croyait. Il a trahi sa famille, son domaine, son nom. Miss Marple hocha la tête. Et vous, en tant qu'ancien intendant, vous aviez tout vu. Vous connaissiez Béatrice. Vous saviez ce que cela signifierait si le domaine passait à sa fille. J'ai servi cette famille pendant 30 ans, dit-il, les dents serrées. Et cette fille avait commis cette erreur et allait tout hériter. Sur un moment de faiblesse, Daphné se leva, la fureur et la douleur illuminant son visage. Je ne me trompe pas. Le major ne répondit pas. Miss Marple soupira. Vous avez suivi M. Travers après sa sortie de la tentatée. Vous l'avez affronté près du puits. Et lorsqu'il a refusé de vous remettre la lettre, vous l'avez frappé d'un seul coup. Le silence était absolu. Finalement, Rudge se leva et posa une main ferme sur l'épaule du major. Miss Marple resta assise, l'expression indéchiffrable. Elle n'avait pas exprimé son indignation, ou elle n'avait pas exigé justice. Elle avait simplement observé silencieusement, comme toujours, et laissé la vérité surgir, sans y être invitée, dessous la surface où elle était depuis longtemps enfouie. Le thé refroidit, les brioches au citron restèrent intactes, et le soleil disparut discrètement derrière le clocher de l'église tandis qu'un homme était amené, non pas avec des chaînes, mais en silence. Miss Marple sirota enfin son thé. Le test avait réussi, la vérité s'était révélée, mais le bilan n'était pas encore terminé. Les jours qui suivirent le thé dans le jardin du presbytère passèrent comme un souffle expiré sur le village de Saint-Audry. L'air était plus calme, non pas paisible, mais imprégné du silence fragile et incertain qui suit un tremblement de terre. Les gens acquiescent plus solennellement dans les rues, et les conversations chez l'épicier devinrent prudentes et réservées. L'arrestation du major Tibet n'avait pas encore été rendue publique par l'inspecteur Rudge, mais la nouvelle, comme toujours, s'était répandue avec l'invisible facilité de la vapeur dans les théières. Miss Marple, quant à elle, reprend ses promenades quotidiennes et ses tasses de thé tranquilles. Elle ne fit aucune déclaration, ne répondit directement à aucune question et conserva le rôle confortable et modeste qu'elle avait toujours si bien joué. Mais en privé, elle nouait les derniers nœuds d'une toile soigneusement tissée. 2 matins après la confrontation dans le jardin, l'inspecteur Rudge arriva au presbytère, non pas avec des menottes ni des mandats, mais avec un folio en cuir rempli de documents et une expression troublée. Georgina, toujours l'hôtesse, l'avait accueilli avec du thé frais, et lui avait offert des biscuits, qu'il déclina poliment. Miss Marple le reçut dans le petit salon de devant,
entouré de brins de lavande et du tic-tac de la vieille pendule sur la cheminée. Je dois admettre, ma seule, dit Rudge, ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais, mais tout semble le désigner. Le Major. Miss Marple leva les yeux de sa broderie. Oui. Plutôt, Rudge ouvrit le folio. Le testament révisé et valide, attesté, signé et dûment daté. Travers s'apprêtait à l'enregistrer la semaine suivant la fête. La lettre d'Edwin Holloway confirme le lien de parenté avec Béatrice Langham et désigne Daphné comme son unique héritière. Et le mobile? Demanda doucement Miss Marple. Rudge hésita, l'orgueil surtout. Et l'héritage? Tibet n'était pas seulement un serviteur des Holloway, il était dévoué à l'image de ce que la famille représentait. Pour lui, l'héritage de Daphné représentait une corruption de l'ordre ancien. Il croyait protéger le nom des Holloway. On a fait pire, ma seule, dit Miss Marple doucement, pour des raisons bien moins nobles. L'inspecteur soupira. 7 €, je rendrai les choses officielles cet après-midi, discrètement si possible. Il ne risque pas de se présenter. 7 €. Non, à qui est ça, Miss Marple? Il restera, parce que toute sa vie est ici, et dans son esprit, il l'a déjà perdu. Rudge la regarda par-dessus le bord de sa tasse de thé. 7 €. Comment le saviez-vous, vraiment? Miss Marple posa sa broderie et croisa les mains sur ses genoux. Il y avait plusieurs choses en réalité. Mais tout commençait par la canne. Une canne creuse est un objet assez particulier. La plupart des gens ne reconnaîtraient pas son utilité. Mais un militaire, quelqu'un qui avait voyagé, qui avait été formé à observer les détails, il le saurait. Et lorsque l'original disparut, on en prit un de remplacement dans l'atelier du menuisier. Il n'était pas nécessaire, mais il fut placé bien en vue, près du puits, comme un leurre. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, où le cytise perdait ses derniers pétales dorés, puis il y eut la lettre. Travers la trouva, pas seulement le testament, mais la lettre de Holloway à Béatrice Langham. C'était la véritable menace. Le testament désignait Daphné comme héritière, mais la lettre en faisait sa fille. Elle réécrivait le passé. Et pour un homme comme Tibet, ce genre de révision était inacceptable. Rudge hocha lentement la tête. Miss Marple poursuivit. Tibet avait accès au domaine de Holloway même après sa fermeture. Il connaissait les anciennes cachettes. Il avait dû suivre Travers jusqu'au jardin du puits après la fête et exiger la lettre. Travers refusa. Et dans un instant peut-être imprévu, Tibet le frappa. Un coup unique fatal. Rudge expire. Cela paraît si simple quand on le dit. Miss Marple secoua la tête. Il n'y a rien de simple chez les gens, inspecteur, seulement des schémas. Ce même jour, un petit groupe de villageois se rassembla dans la salle paroissiale pour ce qui devait être une réunion du comité de jardinage, mais qui se transforma rapidement en une discussion feutrée sur les événements récents. Arthur Cresswell arriva en retard, le visage pâle et calme. Daphné s'assit à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque la réunion prit fin, et que les autres s'éclipsèrent, Miss Marple s'approcha du couple. « Je me demande, dit-elle doucement, si vous pourriez marcher un peu avec moi, juste jusqu'à la lisière du pré. » ils acceptèrent, et tous les trois suivirent le sentier bordé de mousse, passèrent devant l'église en pierre, et le portail bas en fer de la cour d'école. « Je sais que ça n'a pas été facile, commença Masquale Marple. Mais je crois que le pire est derrière vous. La vérité a le don de remuer toute la boue au fond de l'étang, mais finalement l'eau s'éclaircit. Roger tout ça, l'héritage, l'attention. Je voulais juste vivre ma vie.
Et vous acceptez, dit Miss Marple. Vous avez fait preuve de plus de grâce que beaucoup face à une telle révélation. Arthur prit la parole. Miss Marple, pensez-vous que les gens l'accepteront? Le testament, Daphné comme héritière. La voix de Miss Marple était calme. On fait souvent semblant d'accorder de l'importance à la tradition, mais ce qu'ils apprécient vraiment, c'est la certitude. Maintenant que l'affaire est réglée, ils passeront à autre chose, peut-être lentement, peut-être avec quelques murmures discrets, mais ils l'accepteront. Et elle marqua une pause puis ajouta cette « Et vous ferez bien de vous rappeler que les noms et les héritages ne sont que des histoires. Ce qui compte, c'est ce que vous en ferez. » Ils firent quelques pas en silence. Vont-ils le poursuivre? Demanda Daphné à voix basse. J'imagine que oui, dit Miss Marple. Même s'il pourrait plaider coupable pour des accusations moins graves vu son âge. Mais ce ne sera pas rapide, et ce ne sera pas public. Pas si Rudge a son mot à dire. Ils s'arrêtèrent au vieux banc de pierre près du parc. Il y a encore une chose, dit Miss Marple en fouillant dans son sac à main. Elle sortit le gant original Seto-Waity, celui trouvé près du banc du manoir Seto-Waity, et le plaça dans la main de Daphné. Il appartenait à votre mère, Béatrice. Je l'y ai trouvé il y a quelques jours. Je crois qu'elle l'avait gardé il y a longtemps, oublié lors d'une visite peut-être. J'ai pensé que vous pourriez l'apprécier. Daphné retourna le gant, passant son pouce sur le délicat bord brodé. Merci Miss Ebeitit, dit-elle d'une voix tremblante. Ce soir-là, Miss Marple retourna au presbytère et prit le thé seule. La maison était silencieuse, et le soleil commençait à peine à se coucher, projetant de longs rayons dorés sur le parquet. Elle ouvrit la fenêtre et laissa entrer la brise. L'air sentait le chèvrefeuille et la terre fraîche. Dans le tiroir à côté d'elle, elle rangea les derniers objets, le fragment de parchemin, la lettre décolorée et la clé en laiton, chacun soigneusement rangé, tels les vestiges d'un orage qui passe. Elle n'avait pas besoin de les garder, mais c'était sa façon de se souvenir, de cataloguer une leçon de plus dans l'étude silencieuse et persistante de la nature humaine. Plus tard, lorsque la cloche de l'église sonna 7 heures, elle s'assit sur sa chaise et reprit son tricot. Et si ses doigts s'agitaient un peu plus vite, c'était uniquement parce que le motif lui était devenu familier. Un meurtre, après tout, n'était jamais une surprise pour Miss Marple. Seulement la façon dont il choisissait de survivre, Août arrivait doucement, avec ce calme de fin d'été qui adoucissait les peines, même les plus récentes, dans le village de cette Audrys où les haies s'élevaient de murmures, et où les calottes s'affaissaient sous le poids des abeilles. L'air semblait plus calme, plus pur, comme si la tempête passée l'avait débarrassé de ses fardeaux les plus invisibles, bien que la vie reprenne son cours habituel, que les boulangers ouvrent leurs boutiques, que les enfants retournent à leur balançoire, et que le pasteur reprend ses sermons du dimanche. Une certaine solennité subsiste. Ce n'était ni de la peur ni vraiment du chagrin. C'était l'étrange et légèrement troublante compréhension que quelque chose avait changé dans la structure collective du village. L'illusion de sécurité autrefois acquise comme un souffle avait été brisée, et bien qu'elle fût lentement recousue par la routine, ces coutures porteraient à jamais la certitude qu'un tel meurtre pouvait se produire ici. Le major Tibet avait été formellement inculpé 3 jours après le thé du jardin. L'inspecteur Runge, comme Miss Marple l'avait supposé à juste titre, mena l'affaire avec une efficacité discrète. Il n'y eut aucun spectacle, aucune mention dans le journal local, si ce n'est une vague allusion à un trouble à l'ordre public concernant feu M. Travers. Le procès, disait-on, se déroulerait à huis clos, sous pli scellé, par respect pour l'héritage de la famille Holloway,
et pour préserver ce qui restait de la dignité du village. Il ne conteste pas les accusations. La lettre, le testament et la canne avaient suffi. Il n'y eut pas d'aveu, pas exactement, mais il n'avait pas nié les accusations de Miss Marple, et dans son silence, la vérité avait été discrètement confirmée. Miss Marple elle-même ne fait aucune déclaration publique par la suite. Elle retourna à son tricot, à ses promenades et à l'agréable tâche d'enseigner à Georgina Cresswell la composition des dahlias d'automne. Pourtant ses proches Seth et Hetty, Georgina, et même l'inspecteur Rodgetton comprenaient ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas seulement qu'elle avait résolu un crime, c'était la manière dont elle l'avait fait avec douceur, avec soin, non seulement pour la justice, mais aussi pour les personnes concernées. Daphne Longbourn et Arthur Cresswell, quant à eux, étaient rarement séparés. Les rumeurs sur leur avenir circulaient, certaines pleines d'espoir, d'autres cyniques, mais plus personne n'osait dire du mal de Daphné. La révélation de son héritage avait tout changé, non seulement juridiquement, mais aussi socialement. Ce qui avait été murmuré sur sa lignée, la position fragile de sa famille, était désormais mise à nu, et cette révélation s'accompagnait, étonnamment, d'une forme d'acceptation. La vérité l'avait rendue réelle à leurs yeux comme jamais la fiction polie ne l'avait fait. Et le manoir Seth Holloway Manor s'étonnait immobile. Comme toujours, son visage enveloppé de lierre contemplait les champs avec une dignité lasse. Une procédure judiciaire avait été engagée pour transférer la propriété à Daphné, même si l'on disait qu'elle n'y habitait peut-être pas immédiatement. Le manoir, après tout, abritait des fantômes, c'est pas ceux qui faisaient teinter les chênes ou renverser les chandeliers, mais ceux qui vivaient dans les lettres, les murs et les souvenirs de choix faits autrefois. Un après-midi, environ une semaine après le dépôt des accusations, Miss Marple reçoit une visiteuse discrète. Daphné se tenait dans le jardin du presbytère, les cheveux dénoués sur les épaules, un petit paquet à la main. « C'est je voulais vous remercier », dit-elle d'une voix assurée. Manuela Marple sourit doucement. « C'est peu, ce n'est pas nécessaire, ma chère. J'ai juste suivi les miettes de pain, mais vous avez fait plus que cela. Vous m'avez vu. Vous avez tout vu. » C'est peu, si la Marple la regarda attentivement. « C'est peu, ce n'est pas toujours facile, vous savez. »« Je le sais maintenant, » répondit Daphné. Elle lui offrit le paquet. « Ce n'est rien de grandiose, juste un souvenir de ma mère. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » Miss Marple le déballa lentement. À l'intérieur se trouvait une petite fleur pressée, scellée entre deux vitres. Un oubli. Le cadre était vieux, usé par le temps. Elle l'avait pressé après son premier jour d'enseignement, dit Daphné. Elle disait que cela lui rappelait que même là où personne ne connaît votre histoire, quelque chose de délicat peut survivre. Miss Marple passa un doigt sur le bord du cadre. Elle avait raison. Daphné hésita. « Crois-tu qu'il ait jamais eu l'intention de me le dire ? Edwin Holloway, je veux dire, je pense, dit Miss Marple, qu'il était un homme déchiré entre deux êtres, celui que le monde attendait, et celui que son cœur connaissait. Finalement, il essaya de se racheter, peut-être pas à temps, mais pas trop tard. » Daphné hoqua la tête. Elle partit peu après, et Miss Marple resta assise un moment dans le jardin, la fleur pressée posée sur ses genoux. Elle observa un papillon voletant au-dessus du parterre de fines herbes, et l'espace d'un instant, laissa le silence s'installer, aussi paisible qu'une prière. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule tombait sur le village et que le ciel prenait une teinte de dentelle ancienne, Miss Marple préparait sa correspondance, une lettre à son neveu Raymond à Londres, le tenant au courant avec des allusions voilées à des drames du jardin et des visiteurs inattendus.
une autre à son amie Miss Weatherby à 7, Mary Mead s'enquérant de la santé de ses bégonias, et mentionnant à peine un notaire aux méthodes de classement plutôt inhabituelles. Elle scella les lettres à la cire, et les déposa près de la boîte aux lettres. Puis elle retourna dans son salon, où Edith somnolait doucement dans le fauteuil, et se servit un petit verre de Xérès. Le feu crépitait doucement, la vieille horloge tic-tac continuait, et Miss Marple, toujours patiente, se remit à tricoter. Un autre mystère surgirait un jour. Il y en avait toujours un. Après tout, les gens ne changeaient pas beaucoup. Ils s'aimaient et se trahissaient, désiraient et mentaient, rêvaient et désespéraient. Tout cela entre les murs des paroisses et des parloirs, derrière des sourires et des chapeaux du dimanche. Elle les comprenait, c'était son don, non pas dans les grandes déductions ou les confrontations dramatiques, mais dans le fait de remarquer discrètement ce que les autres ignoraient, un regard trop long, un gant mal placé, un mensonge enveloppé de politesse. La nature humaine, avait-elle toujours dit, était la carte la plus révélatrice de toutes, et elle, Jane Marple, avait passé sa vie à la lire attentivement. Alors elle tricotait, elle attendait, et quelque part sous la tranquillité de la vie villageoise, les premiers fils d'une autre histoire se dessinaient déjà.